Smart Bourse vous est présenté par Tikeo Capital. C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, cette semaine de rallye, notamment pour les actions européennes. Et j'ai envie de dire serré en cours. Certes, la dynamique de marché est peut-être un peu moins forte, mais c'est un marché qui continue d'avoir l'envie de monter. On le voit avec une petite hausse aujourd'hui, une hausse prudente, mais un rebond qui tient et un CAC 40 qui reste sur les sommets qui avaient été atteints mi-août autour de 6660 points au moment où on se parle en cette fin de séance en Europe. Une petite progression de 0,5% encore pour les actions européennes aujourd'hui. Nous ferons l'analyse évidemment de ce rallye en cours pour les actions européennes avec nos invités de Planète Marché. Est-ce que c'est un rallye que l'on peut comparer au rallye de l'été? Est-ce que c'est un rallye de nature différente avec des enseignements peut-être différents en matière d'investissement? Ces questions-là seront posées avec nos invités dans quelques instants, avec une semaine qui sera une semaine écourtée, on le rappelle, notamment pour les marchés américains. Pas de séance aux États-Unis jeudi pour Thanksgiving et puis le Black Friday vendredi avec simplement une demi-séance pour les marchés américains. Cette période de l'année constitue toujours un test important pour la consommation américaine, particulièrement dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui. Le consommateur américain pourtant semble encore en forme. On l'a vu avec les ventes au détail du mois d'octobre qui ont progressé de plus de 1% sur un mois. Le chiffre a été publié vendredi dernier. Est-ce un bon signal avant cette période importante de fin d'année pour la consommation américaine, ou est-ce qu'il y a l'idée que le consommateur américain a déjà anticipé une partie de ses achats de fin d'année, une forme de baroud d'honneur peut-être pour le consommateur américain qui doit affronter quand même un certain nombre de vents contraires? Là aussi, est-ce que le moteur de la consommation aux États-Unis, le moteur principal de l'économie américaine, est en train de s'affaiblir? Que peut-on avoir comme perspective de ce point de vue-là pour l'an prochain? Nous en parlerons avec nos invités. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, le focus du jour sera celui de la santé et plus précisément de la santé animale. C'est Alice Labousse, présidente de Trecento Asset Management, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, le point sur la situation des marchés en fin de séance en Europe. Tendance, mon ami, c'est chaque soir avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Le CAC avance dans le vert après une après-midi passée autour de l'équilibre. L'indice se trouve porté par le rebond des cours du pétrole après une chute de près de 6% hier. L'Arabie Saoudite dément envisager d'augmenter sa production. Pour rappel, le Wall Street Journal avait alors écrit que l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'OPEP et de ses alliés, prévue le 4 décembre, pourrait inclure un débat sur une augmentation de la production globale du groupe à 500 000 barils par jour. À Paris, Total Energy bondit. À l'instar de la séance d'hier, l'inquiétude quant à la flambée des cas Covid en Chine et de son probable impact sur les chaînes d'approvisionnement ou encore sur la politique monétaire des banques centrales reste en fond de toile. Le secteur du luxe en fait les frais. LVMH, Hermès, Kering reculent, L'Oréal aussi. Dans le reste de l'actualité, on retient aussi les dernières prévisions de l'OCDE. La croissance de l'économie mondiale va subir un coup de frein, passant de 3,1% en 2022 à 2,2% l'an prochain, avant de rebondir à 2,7% en 2024. Si l'organisation estime qu'une récession peut être évitée, elle précise que la crise énergétique va conduire à un net ralentissement. Prudence tout aussi dans l'attente de la publication demain des minutes de la réunion du comité de politique monétaire de la Fed les 1er et 2 novembre. À noter la dernière sortie de James Bullard de la Fed de Saint-Louis, suggérant que le niveau final des taux d'intérêt pourrait atteindre 7%. Jeudi, ce sera au tour de la BCE de publier le compte-rendu de la réunion de son conseil des gouverneurs du 27 octobre. Robert Holzmann, le gouverneur de la Banque d'Autriche, a déclaré quant à lui au Financial Times qu'il ne voyait pas de signe de diminution de l'inflation sous-jacente dans la zone euro. Il est, de ce fait, favorable à un 3e relèvement consécutif de 75 points de base des taux directeurs de la BCE lors de la réunion de décembre.
On termine avec un focus sur quelques valeurs à suivre, tout comme Total Energy. Vallourec bondit au lendemain d'une chute de 13% consécutive à la présentation de ses résultats à 9 mois. Parmi les autres valeurs liées aux matières premières, ArcelorMittal est en nette hausse dans le sillage de l'ensemble du secteur des ressources de base en Europe. Et puis Interparfums progresse fortement. Le créateur de parfums a de nouveau relevé sa prévision de chiffre d'affaires pour 2022 et prévoit une hausse de son activité en 2023. Tendance, mon ami, chaque soir à 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Xavier Patrolin est avec nous ce soir, le président d'Albatros Capital. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Hervé Goulet-Kern de nous accompagner également. Bonsoir Hervé. Bonsoir Grégoire. Senior Economic Advisor d'Accuracy et Olivier Ringard avec nous en plateau. Bonsoir Olivier. Bonsoir Vous Grégoire. êtes directeur des investissements de Neuflize OBC. Je le disais en introduction, 7 semaines de rallye pour les marchés actions, un rallye dont les actions européennes profitent largement et même plus que la partie américaine. Cette semaine, série en cours, on verra ce qu'il advient dans les jours prochains, mais déjà, c'est un rallye conséquent. Le CAC 40 a repris du creux au pic, 18% en ligne droite. Quel est le sens qu'on donne à ce rallye d'automne, Olivier, notamment par rapport peut-être au rallye qu'on a connu pendant la période estivale, tout au long du mois de juillet et jusqu'à la moitié du mois d'août? Effectivement, on pourrait même ajouter que le CAC 40 est à moins 4% depuis le début de l'année. Ouais. Dividendes réinvestis, ouais. Réinvestis. Eh oui. Je pense que peu d'investisseurs auraient parié sur une telle évolution au cours du mois de mars. Donc on a un rebond qui est assez marqué. Pour bien comprendre si ce rebond est un rebond de marché baissier ou si c'est le début d'autre chose, je pense qu'il faut regarder deux dimensions, une dimension fondamentale et une dimension technique. Sur la dimension fondamentale, notre compréhension est la suivante. Le marché est en train d'acter la fin du premier acte. Et la fin du premier acte, c'est ce que nous avons vécu au cours de ces 9-12 derniers mois, à savoir un choc d'inflation et un choc de taux, avec un choc de taux qui a produit un ajustement des valorisations d'un très grand nombre de classes d'actifs, et en particulier de la classe d'actifs actions. Si vous prenez par exemple la valorisation du MSCI World, début 2021, on était à 20 fois les bénéfices estimés à 12 mois. Aujourd'hui, nous sommes à 14 fois les bénéfices estimés à 12 mois. Donc un grand de-rating assez important pour cette classe d'actifs actions. Sur la dimension technique, lorsqu'on regarde toujours sur MSCI World, mais on voit la même chose lorsqu'on observe par exemple le Standard & Poor's 500, on observe un troisième rebond en fait depuis le début de cette année, et un troisième rebond dont l'ampleur est supérieure à 10%, puisqu'on est à peu près à 13-14% sur cet indice des actions internationales. Et on n'a pas le sentiment que le marché est en train vraiment de sortir de cette dynamique baissière dans laquelle il s'inscrit maintenant depuis 9 mois. Pourquoi ? Parce qu'il y a vraisemblablement deux questions qui continuent de se poser. L'une pour les 6 à 9 prochains mois et l'autre pour les 2, 3, 4 ans à venir. Celle des 6 à 9 prochains mois, c'est de savoir la réalité de la récession et l'impact de cette récession, en particulier sur les résultats des entreprises. Lorsqu'on regarde les anticipations des analystes, on n'a pas le sentiment que les analystes sont en train de considérer un risque de récession des résultats des entreprises, puisqu'on est sur une anticipation entre 0 et plus 5% selon le marché que l'on regarde. Si on regarde ce que price le marché, quand on regarde en termes par exemple de price to book ou de price earning ratio, on a des niveaux de valorisation qui sont, comme on le disait un instant, moins tendus qu'auparavant, mais pour autant on a des niveaux de valorisation qui restent, selon nous, encore éloignés des niveaux de valorisation lorsque nous sommes en récession. Donc on va sans doute rentrer dans un acte 2. L'acte 2 va être celui où le marché va devoir prendre en considération cette récession économique et cette récession des earnings. Et puis après, on aura un acte 3 qui est encore un autre sujet. Bon, mais oui. Dans quel monde vivrons-nous dans les prochaines années? Oui, non, mais effectivement, mais restons sur des horizons tels que vous les avez décrits. Mais l'acte 2 qui n'est pas encore joué justifie encore
un peu de retenue en matière d'investissement, Olivier ? De retenue, en tout cas, il faut prendre en considération que s'ouvre sans doute une deuxième étape dans ce marché, et que cette deuxième étape risque de nouveau de générer une volatilité assez forte sur les classes d'actifs risqués en particulier. D'accord. Xavier, analyse de ce rebond d'automne, et encore une fois, je ne sais pas, le jeu de la comparaison, ou le jeu des différences d'ailleurs peut-être par rapport à ce qu'on a vu se développer cet été, qui a été un rallye aussi très très puissant, très intense et très large, mais qui était beaucoup plus un rallye Nasdaq, comme je le dis. C'était le Nasdaq, la vedette du rallye de l'été. Le Nasdaq rebondit également, mais l'Europe est un peu plus devant quand même que la partie technologique américaine depuis 6 ou 7 semaines maintenant. Pour employer un exemple culinaire, c'est à peu près la même salade niçoise, mais les ingrédients ont un peu changé. C'est la même salade niçoise parce que le marché attend désespérément des révisions baissières sur les agrégats des marchés actions. Il ne les voit pas venir. Et mieux, il voit le contraire se produire. Juste pour que vous ayez un ordre d'idée, depuis le début de l'année, sur le seul marché français, le seul CAC 40, pardonnez-moi, je vais rester très franchouillard en cette fin d'après-midi, sur le seul marché français hors valeur financière, les chiffres d'affaires, donc des valeurs non financières du CAC 40, ont été révisés pour 2022 et 2023 d'à peu près 9 à 10%. Les marges d'exploitation ont été révisées de 100 à 150 points de base, avant amortissement ou après amortissement. Les bénéfices, la rentabilité des entreprises a été révisée. Les bénéfices ont été révisés de 20 à 25%. Et le marché, au même moment, perdait quasiment 20% en termes de capitalisation. Donc moi, je n'ai jamais vu, je dis bien jamais, je n'ai que 30 ans de métier, je n'ai jamais vu un tel paradoxe. Alors ça pouvait s'expliquer un peu comme ces personnages de Tex Avery, il y a un effet d'inertie, et puis d'un seul coup, il y a un mur qui vient se rallier. Pour l'instant, on ne le voit pas. Et donc je pense que ça, c'est le premier. Donc la salade niçoise est assez comparable entre les publications du deuxième trimestre et du troisième trimestre. Entre-temps, il y a eu quand même l'épisode britannique avec Liz Truss, la mal nommée. Et là, je pense que, mine de rien, ça a introduit beaucoup de perturbations sur l'ensemble des classes d'actifs. Au fond, le marché a décroché à partir de fin août sur deux choses. Jackson Hole, les propos de Jérôme Powell extrêmement violents, un communiqué de 7 minutes, l'éléphant dans le magasin de porcelaine, je vais réajuster les anticipations du marché, vous vous trompez complètement. Et Crognonieux, je ne serai pas Paul Volcker, mais avant qu'arrive Paul Volcker, je vais remettre les choses bien au carré. Et puis l'épisode Liz Truss a totalement perturbé les classes d'actifs à travers le monde, pas uniquement en Europe, et ça a perturbé énormément les marchés obligataires. À un moment, les marchés obligataires, pendant quelques jours, les courbes des taux obligataires, notamment en Europe, se sont comportées comme des equities. C'est-à-dire que la volatilité sur les courbes des taux était à peu près identique. Et donc c'est ça qui fait baisser le marché à partir de fin août, tout au cours du mois de septembre. C'est pas autre chose. Et puis les propos de Jérôme Powell. Bon, l'épisode Liz Truss a été contenu avec l'aide de la Banque centrale anglaise. Et à nouveau, les publications de résultats sont bonnes. Pour les banques centrales, l'épisode Liz Truss n'est pas négligeable. Parce que ça a introduit un nouveau risque que les marchés n'avaient pour l'instant pas tellement en tête, c'est le risque systémique. Parce que ce qui se passe au moment de l'épisode anglais, c'est la perturbation sur des acteurs qui sont non financiers, enfin non surveillés par les systèmes bancaires, mais qui sont les acteurs, notamment les gestions alternatives, mais les fonds de pension. Et la Banque centrale anglaise intervient pour sauver les fonds de pension. Parce que derrière les fonds de pension... c'est les retraites. Voilà. Oui, les retraites des Britanniques. Et donc je pense que tous les banquiers centraux, à travers le monde, ont ça en tête. Est-ce que ça va amplifier le pivot ? Est-ce qu'ils ne le diront pas ouvertement ? Mais je pense que ça va donner moins d'enthousiasme dans les hausses de taux jumbo, parce que ce risque, il est implicite et il n'est pas uniquement cantonné au marché européen. Il peut rôder sur le marché mais américain. je crois qu'ils en parlent de manière assez explicite, que ce soit à la BCE ou à la Fed. Non, mais en disant que les prochaines réunions seront des réunions, les discussions seront beaucoup plus larges. On jaugera déjà le choc qu'on a infligé au marché, à l'économie, et puis on sera désormais plus attentif au développement économique et financier. Il y a l'idée qu'on va être un peu plus forward-looking, peut-être, par rapport à ces risques-là.
Oui, avec un Jérôme Powell qui reste très ambivalent. Moi, j'ai vu la dernière conférence de Jérôme Powell. J'avoue que j'avais du mal à rétablir une cohérence entre le communiqué de la Fédérale Réserve et le propos qui était relaté. On avait une espèce de schisme à l'intérieur. Je sais pas, c'est peut-être un mot un peu excessif, mais un schisme à l'intérieur de l'Open Committee. Enfin, dernier point, moi j'observe que quand les macroéconomistes parlent de récession, pour l'instant, le terme c'est récession. Alors, tu nous diras ce que ça vaut, des récessions techniques. Donc on n'est pas devant quelque chose de cataclysmique. Non. Ça ne veut pas dire qu'après la mer ne va pas être agitée, mais en tout cas ce n'est pas quelque chose de terrible. Donc il faut relativiser. Je pense que le marché est dans l'exagération. Il a été pris à revers par cette phase de transition des banques centrales entre l'inflation transitoire et puis non, l'inflation n'est pas transitoire, elle a quelque chose de structurel. Donc la Fed a rattrapé son retard. C'est ça qu'on est en train d'acter, donc elle va probablement aller moins vite. La BCE, elle a probablement un peu de retard à rattraper, mais l'un dans l'autre, on a un contexte qui reste favorable. Après, sur les valorisations, c'est vrai qu'il y a 7 semaines, c'était vraiment, me semble-t-il, très intéressant. Aujourd'hui, la valorisation des marchés est devenue un peu plus normative. Maintenant, je termine, on a 2 choses à introduire, me semble-t-il, dans le scénario 2023, pour vouloir vraiment acheter. Première chose, c'est, de mon point de vue, tout choc pétrolier, je ne parle pas de choc énergétique, est systématiquement, depuis 30-40 ans, suivi d'un contre-choc. Est-ce que c'est trop tôt pour le contre-choc ? Je pense que ce qui se passe en Chine et ce qui se passe dans le ralentissement de l'économie mondiale peut le favoriser. Deuxième élément, c'est quand même ce qui se passe, évidemment, on n'en a pas parlé jusqu'à cet instant, aux frontières de l'Europe. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un pivot. Moi, je n'ai pas l'impression. Je suis certain que l'administration américaine est en train de pivoter son soutien. Et là, c'est un nouveau pivot, c'est un pivot géostratégique, son soutien à l'Ukraine, et va tout mettre en œuvre pour favoriser une solution ce qu'on pourrait appeler une solution diplomatique qui, au fond, actait une forme de partition de l'Ukraine. Probablement que c'est pas... 2023 verra une forme de résolution, vous dites, du conflit russo-ukrainien par résolution. En tout cas, pas définitive, mais... Quand je vois les propos de Joe Biden et les propos du chef d'état-major américain, j'observe que c'est le chef d'état-major américain et pas le secrétaire d'État aux affaires étrangères américaines qui se prononce sur l'Ukraine et qui dit que l'Ukraine ne pourra pas faire refluer la Russie globalement au-delà du Dniepr. Il est quand même bien sourcé, puisque c'est lui qui alimente pour l'essentiel en termes de matériel. Et il dit de l'autre côté que la Russie ne pourra pas gagner. Et Joe Biden dit que le job est fait parce que l'Ukraine n'est pas passée sous pavillon russe. Donc tout ça me conduit à penser qu'il n'est pas... On doit introduire dans nos scénarios d'investissement, après quelle probabilité on le mettra, probablement une perspective de stabilisation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des victimes, malheureusement, victimes civiles comme militaires. Mais on doit introduire cela. Et ça, évidemment, ça sera un élément de soutien pour les marchés européens et pour l'échange. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des difficultés à venir sur les intrants, sur tout ça. Mais il y a encore une prime liée à ce conflit, évidemment, dans le prix des actifs. On est probablement rentré dans une désescalade. Ouais. Hervé, beaucoup de choses. Je reviens à mon petit rebond de l'automne, alors sur la partie macro et même micro, comment vous résolvez ou pas, d'ailleurs, la différence qu'on peut avoir entre des enquêtes très négatives, des résultats d'entreprises qui sont encore bons, des valorisations de marché qui se sont considérablement ajustées, peut-être jusqu'à intégrer une forme de récession courte, soft. Quel est l'état des lieux que vous dressez là à ce stade ? En fait, il y a un certain nombre de questions et puis il y a les réponses apportées par le marché et à chaque fois, les réponses du marché sont constructives. Si on prend le premier thème, l'inflation, le marché se dit le point haut est atteint, la décrue est peut-être entamée aux États-Unis, viendra assez vite en Europe. En fait, ça, c'est la réponse du marché. Si on regarde ce qui se passe, et vous prenez les différentes études, le FMI, par exemple, a fait une étude qui est amusante sur l'explication de l'inflation en Europe. Alors, ils prennent tous les facteurs classiques, les chaînes mondiales de production, l'énergie, les produits alimentaires, les salaires. Et quand ils mettent tout ça dans leur modèle, ils disent le résidu, ce que l'on ne comprend pas, c'est 50%. Donc en fait, énorme. Dans cette inflation, il y a quand même quelque chose
que l'on ne maîtrise pas. On sait expliquer le qualitatif, on a du mal à passer au quantitatif. Et quand vous prenez la BRI fait la liste de tous les modèles, et finalement elle arrive à l'idée, les diffusions d'un secteur à l'autre, oui, ça c'est inflationniste, faut faire attention. Par contre, les boucles prix-salaire, il n'y en a pas. Bon, là encore, c'est un peu 50-50. Donc l'inflation, en fait, je pense qu'il est raisonnable de dire qu'on est proche du point haut. Quelle va être l'ampleur du ralentissement et à quel rythme? En fait, il faut être raisonnable, on n'en sait rien. Donc il y a une capacité à être surpris. La croissance, elle ralentit, il n'y a pas de doute, tout va dans ce sens-là. Là encore, il y a l'ampleur du ralentissement. On a envie de dire qu'on va passer par une récession douce. Disons-le comme ça. Les consensus nous le disent. On a des chiffres de moins 0,1, moins 0,2. C'est tout petit quand on sait que sur un produit intérieur brut, la marge d'erreur classique est plutôt de 0,5. En fait, on est en train de dire que c'est 0, autour de 0. Donc, en fait, il y a une vision qui est rassurante parce qu'on se dit l'inflation va ralentir, le marché de l'emploi est tendu et donc même s'il se détend, ça ne va pas faire trop mal. Il y a des réserves d'épargne et donc on se dit ça doit passer. Peut-être que ça va passer, mais il faut quand même bien voir, là encore, le FMI essayait de modéliser les risques que l'on a aujourd'hui. Le FMI dit, par rapport au scénario central, l'idée que ça aille moins bien, elle est probabilisée au moins à 25%, et que ça aille vraiment, vraiment moins bien, c'est probabilisé à 15%. Une fois encore, on a eu un choc sanitaire, on a un choc militaire, dans un changement. Alors, Olivier parlait de voir plus loin, mais il ne faut pas oublier qu'on a quand même, on le voit, une régulation, le mot est un peu pompeux, de l'économie qui est en train de changer. Le néolibéralisme laisse place à quelque chose d'autre. Est-ce que ça sera une nouvelle forme de keynésianisme? Est-ce que ça sera de l'illibéralisme? On n'en a pas d'idée. Mais en fait, le monde de demain, on ne sait pas bien. Donc, troisième point, on nous dit ça va aller mieux. Encore, c'est raisonnable, mais c'est raisonnable sur un scénario central à probabilité qui n'est quand même pas de 100%, quoi. 60, 70, quelque chose comme ça. Après, il y a la politique monétaire et les taux d'intérêt. Bon, on voit bien que le marché joue le pivot. Ça va pivoter aux États-Unis vite, ça va pivoter en Europe un peu après, mais ça va pivoter aussi. En fait, pour analyser le pivot, je dirais il y a trois choses à prendre en compte. C'est un rythme ternaire, c'est le rythme des anthropologues ou des historiens, ma foi, on peut peut-être le reprendre. En fait, analytiquement, je dirais que pour que l'on pivote vraiment, il faudrait que la situation économique soit pas bonne. On y est presque. Il faudrait que les conditions financières soient très dégradées, et là, elles sont plutôt en train de s'améliorer. Et puis le troisième élément, il faudrait que les taux réels soient positifs. Et c'est ce troisième point, les taux réels, ils ne le sont pas. Ils le seront peut-être en seconde partie d'année prochaine. Donc moi, j'ai envie de dire que analytiquement, le pivot, ça peut être qu'un début de pivot. On ne va pas pivoter entièrement. C'est un pivot en plusieurs étapes que le marché attend d'une certaine manière. Oui, alors, mais après, l'autre point, l'autre rythme ternaire, c'est en fait, vous avez le rythme de remontée des taux, vous avez le niveau maximum des taux, et puis après, vous avez le rythme de baisse des taux. Et il faudrait qu'on sache tout ça. Ce qu'on comprend à peu près, c'est que le rythme de remontée va baisser. Bon, alors après, ils se disputent chez les Américains, chez les Européens, mais il va baisser. Je crois qu'on peut avoir cette conviction. C'est celle du marché, elle me semble bonne. Alors après, il y a le plafond. Alors, c'est 5 aux États-Unis, c'est 3 en Europe, c'est ce que le marché dit. Mais M. Bullard de la Fed de Saint-Louis nous dit ça ne sera pas 5, ça sera 7. Bullard est excessif. Oui. Il ne faut pas le croire. N'empêche que ça montre le débat. Et puis après, le point le plus important pour le pivot, ça serait quand on va commencer à baisser. Quand vous regardez ce qui se passe sur l'inflation, vous dites la baisse des taux, ça ne sera pas avant 1 an. Ouais. Donc en fait, il ne faut pas trop extrapoler. Ce qui fait que sur les taux, et je finirai par là, à mon avis, c'est vrai qu'il est... Enfin, moi, j'ai envie de croire au message du marché. On est sur un plafond, donc autour de 4% aux États-Unis, autour de 2% en Allemagne. Tant qu'on est dans le contexte d'économie réelle qu'on vient de décrire, c'est logique. Mais est-ce que ça va baisser dans les prochains mois ou pas? Moi, je pense qu'il ne faut pas trop anticiper. Ce qui fait que pour revenir aux actions, le point clé,
c'est ceux défendus par nos camarades ici présents. C'est en fait quel profil de résultat on a. Est-ce qu'il faut être optimiste, pas optimiste? Xavier nous dit que ça tient drôlement bien le coup et donc ça incite à un certain optimisme. Voilà. Je pense que c'est complètement clé. Et si on veut ramener ça, et je termine par ça, à la macroéconomie, ce qui, à mon avis, va être important, la productivité a été très mauvaise dans la période récente. Si on veut avoir une vision plus constructive macroéconomiquement, microéconomiquement, il faut que la productivité remonte. Moi, j'aurais envie de dire simplement, après le petit épisode de récession, c'est à ce moment-là qu'on le verra, mais ça ne sera pas avant la seconde partie de l'année prochaine. Donc en fait, il ne faut pas acheter, je dirais, trop vite toute l'histoire devant, et le marché, à mon avis, achète un peu vite. Qu'est-ce qu'on achète d'ailleurs précisément quand on investit dans le marché aujourd'hui, Olivier? Je reprends avec vous, et notamment sur la partie action. Derrière les indices qui servent de référence aux investisseurs, il y a quand même une dispersion énorme. Il y a des secteurs qui ont intégré des choses déjà très très dures en termes de valorisation. Je voyais qu'il y avait 20 ou 25% de la cote européenne qui avait un PE forward inférieur à 8. C'est déjà très dégradé comme perspective et comme niveau de valorisation pour une partie importante encore de la cote européenne. Est-ce que c'est dans ce type d'univers d'investissement qu'on a envie d'être présent aujourd'hui quand on veut être exposé au marché action? Alors pour l'instant, on a un positionnement qui reste assez défensif sur notre allocation d'actifs, y compris sur la partie action. En fait, on a deux grandes idées. La première idée est de dire que le choc de récession arrivant, étant devant nous, on va avoir encore de la volatilité, en particulier sur les actifs risqués. La deuxième idée, c'est plus une logique de moyen terme. Dans cette correction très forte que l'on a observée sur les différentes classes d'actifs, on est en train de recréer de l'espérance de rendement à moyen terme. C'est très vrai pour la partie obligataire, où la remontée des taux a été substantielle. Ça le devient progressivement sur la partie action, où les valorisations se sont considérablement tassées. En conséquence, on est en train progressivement de remettre un peu de risque dans notre allocation d'actifs, en privilégiant d'abord la sphère obligataire. Je précise mon propos. Au cours de ces 9 derniers mois, on a racheté 3 fois des obligations, de telle manière qu'aujourd'hui, on est neutre sur la sphère obligataire. La dernière fois ayant été au mois d'octobre. Et au sein de cette sphère obligataire, on privilégie plutôt la classe d'actifs non risqués au sens large, obligations d'État et obligations d'entreprise investment grade. Sur la partie action, on vient de faire un premier pas au mois d'octobre, courant octobre, où on a remonté un peu cette classe d'actifs action, tout en restant sous-pondéré. Et à l'intérieur de cette allocation sur les actions, on a un profil plutôt défensif où on continue à surpondérer les secteurs plutôt défensifs tels que la santé ou encore la consommation de base. Mais parce qu'on est dans notre logique de récession pour les prochains mois. Une fois qu'on aura des signaux de plus en plus prégnants de cette récession, une fois qu'on verra des ajustements un peu plus prononcés des perspectives de croissance bénéficiaire des entreprises, pour ne pas dire des perspectives de décroissance des bénéfices des entreprises, c'est sans doute le moment où on ajoutera, si je puis dire, une allocation supplémentaire, plus cyclique sur la classe d'actifs actions, mais pour l'instant, ça nous semble encore un peu trop tôt. Sur la logique action, c'est intéressant. Enfin, encore une fois, l'Europe profite largement de ce rebond. Malgré la récession devant nous, on voit d'ailleurs la partie cyclique en Europe qui a été très recherchée d'une certaine manière. Les banques ont quand même bien rebondi. L'énergie est toujours leader. Est-ce que c'est le bon moment d'avoir ce type d'action, de secteur en portefeuille, sachant qu'une récession se profile avec de bonnes chances de se matérialiser quand même à un moment? Il ne faut pas réagir comme un petit traumatisé d'un accident de la route et brandir à chaque coup récession, et ça y est, on ne raisonne plus. Moi, je voudrais faire 2 observations. Déjà, on parle d'une position européenne. Et il y a 2 phénomènes qu'il faut mettre en regard, qui est la baisse de l'euro contre dollar et le cadre inflationniste. Derrière ces 2 données, il y a une illusion nominale. Et cette illusion nominale, je pense, a conduit probablement pas mal d'intervenants à se fourvoyer, enfin se fourvoyer, c'est un bien grand terme, mais
à avoir les raisonnements qui étaient opérants en cycle déflationniste ou pré-déflationniste. Et au fond, c'est ce qu'on voit dans les chiffres d'affaires, dans les rentabilités. Tu disais tout à l'heure que la compétitivité ou la productivité se dégradait, mais pour l'instant, les marges, je parle des grandes valeurs, évidemment, c'est probablement moins vrai sur les plus petites, les marges restent élevées. Donc, oui, si on met dans notre scénario une modification du régime d'inflation, c'est-à-dire qu'on a, d'une certaine façon, éradiqué la problématique déflationniste, eh bien oui, il faut regarder les secteurs, le purgatoire de la phase précédente. La phase précédente, c'est au fond l'éclatement. Je remonterais même à la bulle techno, c'est-à-dire un interventionnisme des banques centrales qui monitorait, qui était le put des banques centrales. Tu te souviens de Bien sûr, oui. Des banques centrales, et ils réassuraient en permanence. Et bien là, dans l'environnement qui s'amène, qui arrive, les banques centrales vont être moins présentes. Donc, les secteurs qui ont profité de manière peut-être exagérée de ces effets combinés des banques centrales et puis d'une mondialisation, parce que là on pourrait rajouter la clé, le critère mondialisation avec, si ce n'est une démondialisation, une bimondialisation, eh bien oui, il faut regarder de plus près le purgatoire. Et le purgatoire, il y a des valeurs, ce qu'on appelle value, les valeurs cycliques. Il faut quand même faire attention à la dimension financière, parce qu'on est dans des logiques de taux réels. À un moment, les taux réels vont redevenir positifs. Donc les charges financières ont évidemment... on vient d'une période où les charges financières étaient quasi négligeables ou très faibles, sauf pour le rating très dégradé, les junk bonds d'autres. Mais globalement, donc, ça a inflaté les marges. Donc on va avoir un effet reverse, mais progressivement. Le coût des charges financières va revenir obérer les rentabilités. Mais peut-être que justement le secteur qui a été le secteur cyclique, le secteur value, qui a été dans un environnement déflationniste, c'est très dur pour ce secteur-là. Et bien c'est ce secteur-là qui va tirer son épingle du jeu dans cet environnement cyclique, parce que lui, il continue à avoir, je dirais, l'ADN ou l'historique ou l'empilement de l'expérience, notamment des années 70 et des années 80, quand les banques centrales se sont attelées à faire à resserrer. Et donc oui, il y a de très forts returns sur ce secteur-là, et à l'inverse, les stars sont un peu déçus, on le voit avec la techno américaine, mais c'est peut-être... alors le luxe, il faudra rentrer dans une analyse peut-être un peu plus fine, mais c'est aussi, il y a une pression moins violente, parce que le luxe, il y a quand même des méga trends de consommation, et ça reste valable, y compris même en Chine, même dans l'Empire du mieux, même si le Covid est loin d'être contenu là-bas. La jeunesse, une partie de la jeunesse chinoise souhaite, et pas que là-bas, souhaite avoir des éléments de différenciation, et il y a des évolutions. On passe d'une société fordiste à post-fordiste, et peut-être que les marques pour les jeunes générations de différenciation, on les trouve dans ce secteur-là. Donc ce secteur-là est peut-être, lui, pour le coup, assis sur un méga trend. Mais c'est très intéressant de voir ces mouvements. Et on reparle du Dow Jones aujourd'hui. Ah bah oui, je crois que l'indice leader. C'est toi hier. Oui, c'est le retour du Dow Jones. Parce que je t'écoute de temps en temps. Et donc tu vois, ça me revient. Et voilà. Et bah oui, ça c'est un signe. Ouais. Et c'est en ça que c'est assez comparable. Et je m'arrêterai là, mais c'est assez comparable à l'éclatement de la bulle techno en 2000. On ne jouait pas les valeurs cycliques à l'époque pour jouer le cycle économique. On s'en moquait un peu. On les jouait par différentiel de valorisation. Ouais. Alors, relatif. Voilà, c'est ça. Ouais. Et je pense que c'est ce qui est en train de jouer sous une forme totalement différente. C'est le principe, je dis pas mais sous une forme très, c'est en train de jouer. Et quand je regarde sur le seul CAC 40, mais même sur les valeurs françaises, on voit ces écarts de valo et il y a du chemin. Si tu as un début de rétablissement, ça veut dire que pour le value, entre Hermès et Renault, oui. Voilà, exactement, ou Stellantis. Non, mais c'est ça. Stellantis, tu as des expected returns sur des horizons relativement ramassés de 100, 200, 300%. Et de l'autre côté, ça ne va pas rapporter grand-chose. Ouais. Alors évidemment, on me dira, c'est pas le même risque. Non, ok, peut-être. Mais il faut même couple rendement-risque. Et là, je trouve qu'il y a du couple rendement-risque très intéressant sur ces éléments-là. Donc, cette dispersion-là, l'offre déjà quand même des opportunités, y compris pour du moyen-long terme. Y compris, même si on parle... À commencer peut-être même pour du moyen-long terme. Je suis désolé, récession, on prend le secteur automobile à ce stade, en tout cas. Avec des PE de 2, moins de 5. Voilà, croissance. Je renais les données d'INSEE de la Banque de France ou d'INSEE, Banque de France ce matin. L'un ou l'autre. Qui donnait une décomposition sur le mois d'octobre, croissance du marché automobile, 4, plus 4, alors que la consommation commence à fléchir, plus 4. Il y a des choses intéressantes. On parlait de bulles.
il faut qu'on parle des cryptos, et c'est même vous, Hervé, qui m'incitez à le faire. Et le sujet FTX est un sujet qui mérite d'être abordé. Non, mais si, c'était dans les échanges qu'on a eu préparatoires à l'émission, et donc je suis ravi. Quelles sont les leçons du scandale, là, 10 jours après la faillite de FTX? Est-ce que c'est... alors, les actifs changent, hein. Là, aujourd'hui, ce sont les crypto-actifs, mais est-ce que ce sont toujours les mêmes mécanismes? Fraude, greed, hubris, manque de contrôle. Enfin, est-ce qu'on retrouve des phénomènes implacables de l'histoire des fraudes et des bulles? Et puis, quelles conséquences est-ce que ça peut avoir? Moi, je dirais deux choses. La première, très classique, et qui n'est qu'une répétition de ce que j'ai dit plein de fois. Une crypto-monnaie n'est pas une monnaie, c'est un actif très volatile. Et donc, lorsque le Bitcoin passe de 60 000 à 15 000, on a la preuve d'une volatilité, que c'est un conservateur de valeur moyen. Peut-être que quand il sera grand, ça changera, mais disons qu'il a un peu de mal à grandir. Moi, je pense que l'histoire qu'on observe aujourd'hui, moi, j'aurais envie de mêler FTX, l'histoire de Twitter avec son nouveau patron, et puis Donald Trump. Et en fait, moi j'ai l'impression qu'on nous envoie un message sur le positionnement des idées libertariennes. Bon, avec les cryptos, on est quand même dans un monde libertarien où on se méfie de l'État. Je pense que Musk est dans un état d'esprit comparable et veut utiliser Twitter un peu pour pousser ce type d'idées. Et on sait que Trump, alors, qui a été président, mais il est au moins pour une déréglementation, une baisse des impôts. Il fait des pas dans cette direction. Mais ce qu'on voit avec l'histoire FTX, c'est que la corruption, elle est juste là. Parce que FTX, qui était une plateforme de trading, le même monsieur qui était propriétaire de FTX avait des fonds et qu'il n'y avait sans doute pas de muraille de Chine parfaite entre l'un et l'autre. Il n'y avait pas de directeur financier chez FTX. Hein. Donc on est dans la corruption. Je dirais l'ancien président Trump est aussi avec des histoires de corruption. Et donc, voilà, quoi. Il y a libertarisme, disons comme ça. Corruption, ça va avec. Et après, il y a l'histoire du grand homme. On est dans des moments où on a l'impression qu'il y a un sauveur, il y a un génie à la tête d'une entreprise. L'incarnation, oui. Voilà, une incarnation. FTX, bon, je ne sais pas ce qu'il en restera. Le président Trump, il est dans cet état-là aussi. On ne sait pas ce qu'il en restera. Il reste Elon Musk. Moi, j'ai envie de dire que ça sera un petit peu pareil. Bref, tout ça pour dire... On a atteint un pic, un paroxysme de quelque chose, voilà, là, dans cette idée libertarienne telle que vous la décrivez, qui s'est diffusée de la politique à l'entrepreneuriat, au marché. Ouais, moi, c'est un peu l'impression que j'aurais. Et si vous rajoutez à cela l'échec de Trump au midterm election il y a 2 semaines aux États-Unis. Oui, j'ai quand même l'impression qu'il y a un point haut qui est passé. Moi, ça me rassure un peu parce que... certains de ses soutiens lui tournent le dos aujourd'hui. Hein, et des gens qu'il a fait, lui, grâce au Trumpisme, hein, qui ont été élus grâce au Trumpisme, lui tournent le dos aujourd'hui. Parce que dans cette... après du néolibéralisme qui commence à se dessiner, je pense qu'il ne faut pas du tout aller dans cette direction-là. Et donc voilà, ça me rassure. C'est pas pour ça qu'un espèce de keynésianisme New Look, hein, il faudrait relire un économiste comme Roderick là-dessus, mais en fait, c'est pas gagné le monde d'après. Et là, je pense qu'il y a quand même des gens qui sont un peu en difficulté, tant mieux. C'est une voie qui a échoué, là, vous dites. Enfin, moi, je pense qu'elle a commencé à échouer. Et donc, c'est une bonne chose. Voilà, moi c'est ce que j'avais envie de dire. Mais je pense que les jeux ne sont pas encore faits. Hein. La pensée illibérale, elle est toujours présente. Et il faut y faire attention si on veut avoir demain un monde qui continue à être dans une logique de marché. C'est celle que l'on attend. Le marché comme créateur de valeur. Le marché... dans une certaine mesure comme distributeur de cette valeur, dans une certaine mesure. Bref, il me semble qu'on peut avoir, avec un néo-keynésianisme, un compromis avec le marché, l'illibéralisme et le marché. L'illibéralisme, l'état de droit est quand même remis en cause constamment. Et il n'y a pas de marché sans règles de droit. Donc, allons plutôt de ce côté-là, on verra bien. Ah, belle leçon.
la crise FTX, ouais, qu'est-ce que ça vous inspire, Olivier, la mécanique qui s'est mise en place, le champ de ruines crypto là aussi, c'est une page qui se tourne. Enfin, on parlait d'un hiver crypto. Moi, je me demande si c'est pas une ère glaciaire, d'une certaine manière. Enfin, une temporalité qui sera peut-être beaucoup plus longue que ce qu'on imagine. C'est vraiment difficile de répondre de manière catégorique à cette question, mais c'est vrai que ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu au cours de ces 100 dernières années. Lorsqu'on a une bulle, on a un actif qui s'emballe plus que les autres et qui monte énormément et qui ensuite corrige tout autant. Et autour de cet actif, vous avez des sociétés qui sont en difficulté parce qu'elles ont des processus opérationnels qui ne sont pas adéquats ou un risque management qui n'a pas été adéquat. Donc ce n'est qu'une répétition de ce qu'on a déjà vu beaucoup de fois. Comment on se fait encore prendre avec ça? Et je ne parle pas des clients de FTX, je parle des investisseurs de FTX. C'est Tiger Global, c'est SoftBank, c'est BlackRock. Alors, pour le coup, c'est des gens qui ont étudié un peu l'histoire des crises et des bulles, j'imagine. Même si c'est leur métier de prendre des risques. Quand on est VC, on fait du capital risque et on l'assume et on prend des risques et parfois le risque n'est pas le bon. Pas de doute, mais quand même. Alors là, je vais me référer à on peut se référer à un bouquin de Schiller et Akerlof, dont le titre est en train de m'échapper. Je crois que c'est les Spirits Animal, et qui nous explique qu'en fait, systématiquement, l'humain n'est pas rationnel et systématiquement, l'humain exacerbe les tendances et on crée des bulles de la même manière qu'on éclate les bulles et ça a toujours été comme ça. Et il n'y a pas de raison a priori que cela change. Donc voilà, ça fait partie sans doute de notre histoire et de notre mode de fonctionnement. Bon, les leçons du scandale FTX, Xavier ? Il nous reste 2 minutes. Ce qu'a dit Hervé est tout à fait intéressant. Moi, je trouve faites ce lien aussi là entre la politique trumpiste, l'entrepreneuriat sauce Musk. Oui, puis je rajouterais les banques centrales. Parce que tout ça n'aurait pas été possible sans le fait de la bulle techno et sans le fait monétaire. L'alimentation en liquidité de manière probablement très excessive a conduit à tous ces comportements disruptifs. Après, on est dans des logiques de bulbes de tulipes, sauf que celles-là sont digitales. Et il y a une intégration, le poids de la finance me semble disproportionné. Et je le retrouve dans l'ESG aujourd'hui. C'est-à-dire le poids de la finance sur la société, sur cette volonté de réguler la société est excessive. Et la manifestation qu'on a sur FTX, elle est très intéressante pour une deuxième raison. Et là, je serais peut-être en légère différence avec Hervé, c'est qu'au fond, les gens qui sont victimes de FTX n'ont pas poussé le concept libertarien jusqu'au bout. Parce que c'est quoi la blockchain ? La blockchain, c'est la suppression du droit de seigneuriage monétaire, c'est la décentralisation monétaire. Or, justement, pour transacter, il passait par la centralisation de la FTX. On recentralise à travers la plateforme. Et bien, c'est ça l'erreur. Rien ne vous oblige, quand vous avez des blockchains, à vouloir les déposer chez un centralisateur. Vous pouvez très bien le faire sur votre ordinateur avec des clés spéciales qui sécurisent. Alors, il faut pas Comment ils disent not your keys, not your money, voilà. C'est ça, enfin, ou not your crypto. Exactement. Oui. Et donc, les choses sont ambivalentes. Donc, ça ne veut pas dire, évidemment, la fin de la blockchain. C'est pour ça qu'on retrouve tout le Gotha de la finance. Internet s'est pas arrêté avec l'éclatement de la bulle techno. Le Gotha de la finance est derrière tout ça parce qu'il y a l'intérêt de la décentralisation et des potentialités que recèle la blockchain au-delà de ses contre-coups, comment dirais-je, thermique, si j'ose dire, en termes d'émissions énergétiques, en termes d'émissions de CO2, parce que ça coûtera en termes d'émissions. Mais ça demeure. Mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est cette espèce et quand on voit les gens qui ont souscrit au capital de FTX, c'est tout le Gotha de la finance, tous les Happy Few, tous ceux qui, sur les plateaux, et quand tu dis, comment c'est difficile, parce que moi, des fois, je disais, je comprends rien. Mais tu te fais humilier, tu te fais dézinguer. Enfin, il faut quand même voir qu'on est dans un régime de réseaux sociaux où si tu as le mauvais goût de commencer à émettre un questionnement, je dis pas c'est mal, je dis émettre un questionnement, on te dit tu n'as rien compris. Je vais te raconter une toute petite histoire. Vite. Moi, un célèbre analyste techno venait me voir à l'époque quand j'étais à la Caisse des dépôts et je lui disais je suis pas d'accord avec vos valorisations. Donc c'était fin 90, c'était à cette époque-là. 98, 99. Et le mec m'a dit, et il était du haut de son cénacle d'une très grande institution que je ne nommerai pas,
monsieur, vous n'avez rien compris. C'est toujours ça qu'on t'opposera. Monsieur, vous n'avez rien compris. Tu peux très bien faire référence à l'histoire, à la brève histoire de l'euphorie financière de John Kenneth Galbraith et rappeler que ça sera un épisode supplémentaire. Tu peux expliquer tout ça. Mais on t'opposera. Cette fois, c'est différent. Cette fois, c'est différent. Monsieur, vous n'avez rien compris, donc tu sors du jeu. Et des fois, même, le management auquel tu appartiens te sort du jeu parce que tu tiens des propos qui sont des propos d'un ancien qui sont devenus caducs. Donc c'est ça qui est intéressant dans FTX. Après, ce qu'il faut bien voir dans les prochaines semaines, c'est l'effet éventuellement de diffusion. Parce que moi, je suis intimement persuadé, contrairement à ce qui est dit, qu'il y a un effet de diffusion. J'ai vu trop d'institutionnels depuis le début de cette année dire qu'ils allaient investir sur la blockchain pour ne pas avoir des engagements. Et on a commencé à avoir des PNL, oui, on fait des write-off, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, je ne suis pas sûr que ça se limite à 50 milliards. Mais là, vous parlez des fonds d'investissement. Vous ne parlez pas des autres plateformes qui exposaient à FTX, etc. Je pense qu'il y a des fonds d'investissement qui doivent commencer, à mon avis, à être pas très bien. On s'arrêtera là pour ce soir, messieurs. Merci beaucoup pour votre participation à Planète Marché. Xavier Patrolin, Albatros Capital, Hervé Gouletker, Accuracy et Olivier Ringard, Neuflize OBC. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la santé, un des grands thèmes de marché. Et pour en parler, nous retrouvons Alice Labouze, qui vient régulièrement nous parler du sujet de la santé. Bonsoir Alice. Bonsoir Grégoire. Présidente de Trecento Asset Management. Je dis santé, mais on va même parler spécifiquement de santé animale avec un dossier que vous allez nous faire découvrir. Mais de manière un peu générale... quel bilan on peut tirer peut-être des performances du secteur de la santé, alors sur l'ensemble de l'année, mais surtout peut-être après les élections américaines. Élections américaines, demi-mandat ou présidentielle traditionnelle, c'est toujours un moment important pour le secteur de la santé parce que le sujet de la santé est un sujet politique permanent aux États-Unis. Le prix de la santé est un sujet de politique permanent aux États-Unis. Je vois que vous connaissez très bien, je vous écoute très bien le sujet. Je vous félicite Grégoire, c'est exactement ça. En fait, la santé en bourse est beaucoup rythmée par les élections aux États-Unis et on sait souvent que quand les républicains gagnent, c'est très bon pour le marché de la santé boursier aux États-Unis. Puis quand ils perdent, c'est-à-dire quand les démocrates gagnent, c'est un peu moins bon parce que souvent ils disent qu'ils veulent encadrer les prix des médicaments. Bon, en réalité, c'est déjà très encadré aux États-Unis, contrairement à ce qu'on peut croire, mais quand même, ça donne le pouls un peu pour les investisseurs. Et statistiquement, après les élections de mi-mandat, à chaque fois, vous avez plutôt de beaux mois de perspectives, 2 années de belles perspectives pour le marché de la santé. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Ensuite, comment la santé s'est comportée depuis le début de l'année? C'est simple, 0. C'est-à-dire que ça n'a, ce qui n'est pas plus mal. C'est pas mal. C'est-à-dire qu'on doit être à 1%. On voit du rouge partout, à peu près 1% si on ramène en euros. Alors, il y a toujours l'effet devise qui est quand même très important. On sait qu'il y a eu des grosses variations cette année entre l'euro et le dollar. Mais si on ramène en euros, c'est à peu près 1% depuis le début de l'année, avec évidemment des disparités très fortes. Vous avez le matériel médical, donc les implants, les prothèses, les outils de traitement et de diagnostic qui a fortement souffert parce que c'est assimilé à de la technologie d'une part, où on ne peut pas dire que ça ait franchement monté en bourse. Et en plus, ils sont acheteurs de semi-conducteurs où il y a eu des pénuries. Ils ont des difficultés face à l'inflation. Donc, c'est pas forcément... Il y a une vraie production, effectivement. Voilà, c'est vraiment du matériel. Donc là, c'est compliqué. Par contre, sur tout ce qui est laboratoire pharmaceutique, fabricants de biotechnologie, de médicaments de biotechnologie et services à la santé, là, ça va plutôt bien. Un petit sujet inflation quand même sur les hôpitaux, les cliniques, qui ont un peu du mal parce qu'évidemment, le personnel demande des hausses de prix importantes. Mais disons que ça a plutôt fait un bon office de refuge. Oui, c'est ça, ça fait le job pour un secteur réputé défensif. On n'en a pas parlé les années précédentes et ça faisait longtemps que c'était un secteur, je ne vais pas dire délaissé, mais tranquille. Là, ça a joué son rôle. C'est toujours bon de le rappeler. Si vous étiez dans la santé, vous avez eu des baisses moins fortes, en tout cas, où ça a été moins difficile qu'en étant sur l'ensemble des segments d'activité dans le monde. Donc les perspectives sont plutôt favorables, d'une part, et puis d'abord politiquement, même si effectivement, on ne peut pas dire qu'il y a eu une grande vague rouge sur ces élections mi-mandat, donc de vagues républicaines, mais tout de même, il ne va pas se passer grand-chose a priori. Voilà, là, c'est il n'y a pas de grands projets qui seront passés a priori avec un congrès divisé, bloqué comme il est aujourd'hui. Exactement. Donc si le marché monte, ce serait une bonne nouvelle. La santé va monter, mais moins, parce qu'on va plutôt aller vers les valeurs dites de croissance ou celles qui sont les plus sensibles à la croissance économique. Si le marché baisse, a priori, ça va être un bon rempart à la baisse. Et si le marché stagne, je pense que ça fera à peu près la même chose. Qu'est-ce qu'on peut dire de la santé animale ?
Que représente la santé animale aujourd'hui dans cet univers de la santé? Et alors, la société dont vous nous parlez spécifiquement, c'est Elanco Animal Health, qui est cotée aux États-Unis. Exactement. Alors, écoutez, c'est très rare que je parle de santé animale, et c'est très rare qu'on aille sur ces dossiers-là. Mais en l'occurrence, on a décidé d'aller sur Elanco Animal Health. Alors, c'est pas une toute petite entreprise, c'est quand même 6 milliards de dollars de capitalisation boursière, donc c'est coté aux États-Unis. Et en fait, il faut savoir que le premier antibiotique qui a été fait pour les animaux, ça date de 1953, et c'est une société qui s'appelait Lilly, qu'on appelle aujourd'hui Eli Lilly, puisque c'est le plus grand fabricant, un des plus grands fabricants de médicaments génériques au monde. Donc à l'époque, c'était Lilly, et Lilly avait développé le premier antibiotique pour les animaux. Petit à petit, ils se sont développés, ils ont développé le marché américain, bien sûr d'abord, ensuite le marché mondial, et ils ont commencé à faire des acquisitions. Mais alors pas un peu. Ils ont racheté la partie animale de Novartis, la partie animale de Pfizer, encore... tous ces labos avaient un département santé animale. Et ils ont tous voulu en fait réduire, diminuer cette activité, et petit à petit, en fait, ils ont racheté tout ce qui bougeait dans ce domaine-là, jusqu'à devenir le numéro 2 mondial de la santé animale. Ils ont aujourd'hui 55% de leur part de marché aux US, 45% sur le reste du monde. Il faut bien comprendre, la santé animale, c'est pas seulement les animaux domestiques, comme on peut l'imaginer. Non, bien sûr. Alors ça représente 50% de leur chiffre d'affaires. Les 50% restants, ce sont les animaux d'élevage, évidemment, et pisciculture inclus. Donc, c'est pas seulement les bovins et les cochons, mais c'est aussi, évidemment, tous les poissons et autres. Et donc, en fait, il y a donc ces deux sujets. Donc, le premier sujet, ce sont les animaux, on va dire, d'élevage, où là, vous avez ça continue en fait à augmenter la consommation de viande dans le monde, contrairement à ce qu'on croit dans nos pays à nous, où il y a cette tendance un peu végane qui se développe. En fait, les pays en développement, évidemment, se développent et du coup consomment plus de viande. Et donc, il faut de la sécurité alimentaire, puisque c'est une des grandes thématiques aussi sur lesquelles ils travaillent. Donc, ils font des médicaments qui préviennent les maladies pour tous ces animaux d'élevage. Là, les marges sont plutôt faibles. C'est plutôt un effet volume, mais ils ont 68% du marché, des parts de marché mondial. Donc, c'est absolument colossal. Et après, nous avons les animaux de compagnie. Alors, petit quiz, est-ce que vous savez combien de foyers américains ont un animal de compagnie? Je sais pas, mais je sais que les Américains sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour leurs animaux de compagnie. Moi-même, je n'en retenais pas. Presque 70% des foyers américains ont un animal de compagnie. Et ils font de plus en plus attention à la santé de leurs petits animaux. Parce que maintenant, c'est la tendance. Et en plus, vous avez des espèces de mutuelles qui se sont développées, en tout cas des assurances. Vous pouvez cotiser si jamais votre chien, votre chat a un petit souci cardiovasculaire ou autre. Et donc, ça crée du financement supplémentaire pour cette industrie. Là, c'est plutôt une industrie de marge, pas de volume. Les parts de marché sont autour de 30 et quelques %, donc pour cette société Elanco. Et donc, c'est assez intéressant de voir qu'en fait, si on veut investir sur cette thématique, cette société-là, elle est bien positionnée, elle est numéro 2. Elle a été spin-offée, parce que pour la petite histoire, il y a Eli, qui est devenu Eli Lilly, et puis en 2018, ils ont coté en bourse toute leur partie animale. Et donc, c'est devenu Elanco, puisque Elanco, c'est la contraction de Eli Lilly Corporation. D'accord. Donc, c'est l'émanation, effectivement, du groupe Eli Lilly dédié, département et là, dédié, coté un pure player, coté en bourse aux US. Et donc, c'est assez intéressant si on a envie de jouer cette thématique, et surtout, la valorisation est top. Alors oui. D'abord, ça a beaucoup baissé, il faut quand même être honnête. Depuis le début de l'année, ça a perdu, je crois, 55 ou 60%. Donc, c'est absolument colossal. Mais du coup, c'est un point d'entrée qui est pas mal. On est à 11 fois, on paye 11 fois le résultat net. Historiquement, on est autour de 25 sur les 5 dernières années. Donc, ça veut dire qu'a priori, si on a un peu de temps, à ce prix-là, on se retrouvera largement bénéficiaire en ayant investi dans cette structure. La croissance est avant tout américaine. Où j'allais dire marché développé. Est-ce que sur la santé animale, animaux de compagnie, il y a aussi toute la sphère émergente? J'imagine que là aussi, la priorité pour certains pays émergents, c'est pas d'avoir des animaux de compagnie, mais ça le sera peut-être demain. Tout à fait, c'est un relais de croissance. Comme vous venez exactement de le dire, c'est exactement ça. C'est un relais de croissance, c'est-à-dire que les pays émergents consomment de plus en plus à l'occidental, adoptent des comportements qui sont les nôtres, et donc vont avoir une tendance petit à petit à avoir de plus en plus d'animaux de compagnie. Mais c'est sûr que là, leur business, c'est vraiment équivalent. 50% de chaque côté. Il y a une croissance sur les deux segments, donc c'est pour ça que c'est assez intéressant. Après, c'est vrai qu'en période de récession, les gens dépensent un petit peu moins. Oui, voilà, un petit peu moins pour leur même si, encore une fois,
je crois qu'il y a un lien avec Ils font partie son de la animal famille, de voilà, compagnie. ils Et font oui, partie de la j'avais vu, famille. c'était les dépenses, c'était pas forcément des dépenses de santé, c'était pour la Saint-Valentin aux États-Unis. Alors j'ai plus le chiffre en tête, ça C'est remonte vrai il y a quelques années, mais les budgets dépensés par les Américains pour leur animal ou leurs animaux de compagnie pour la Saint-Valentin, C'est je veux énorme. dire, ça se comptait en dizaines, voire en quelques centaines de milliards de dollars. De dollars, ben voilà, c'est un marché, on a besoin de nos petits animaux de compagnie. Donc, c'est- Ça nous réconforte, ça nous fait du bien et on dépense évidemment en conséquence. Elanco Animal Health, donc société cotée aux États-Unis, spin-off du groupe Eli Lilly, est dédié purement à la santé animale, que ce soit pour l'élevage ou pour les animaux de compagnie. Tout à fait. Merci beaucoup Alice. Merci revoir. d'être venue nous parler santé. Alice Labouze, présidente de Trecento Asset Management, invitée du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir sur Bismart. Voilà pour cette édition. On se retrouve demain en direct à 12h30. Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.